Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite le sommaire. Plus de mixité sociale, le ministre Pap Ndiaye doit préciser sa stratégie dans les jours à venir pour une école plus équitable et surtout plus efficace. Alors dans les faits, comment s'y prendre? On en débat dans un instant avec nos invités. Rendre les sciences ludiques et pédagogiques, c'est l'objectif des ateliers et stages proposés par les Savants Fous. En deuxième partie d'émission, rencontre avec Ingrid Dandeleu, animatrice d'un des réseaux. Enfin, on vous emmènera au festival L'Éco-Côtier qui a eu lieu ce week-end au musée de l'économie à Paris. L'occasion de rendre l'économie et la finance ludiques et accessibles, et notamment par le biais du théâtre. Reportage à suivre. Mais tout de suite, place à l'actualité en bref avec Loïc Landreau. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Après la réforme des retraites, Emmanuel Macron veut maintenant reprendre la main sur le destin de l'école. Le président de la République se rendra dans l'Hérault demain en compagnie de Pap Ndiaye. Il est attendu aux environs de 11h à Ganges, c'est dans le nord du département, où il va visiter le collège Louise Michel. Un entretien est également prévu avec des parents d'élèves et des enseignants. Hier, l'Élysée a publié un communiqué de presse précisant le but de cette visite, je le cite. Lors de son adresse aux Français le 17 avril, le chef de l'État a redit son engagement de changer notre école pour lui permettre de renouer avec l'ambition d'être l'une des meilleures d'Europe. Avec le travail et l'ordre républicain, l'école, par le progrès qu'elle véhicule, est l'un des 3 chantiers à déployer pour rebâtir l'indépendance de la France. Voilà, Emmanuel Macron souhaite redonner confiance aux parents, mener une politique ambitieuse pour l'excellence des élèves et assurer une meilleure reconnaissance des enseignants. Et il se dit d'ailleurs qu'il pourrait lui-même faire des annonces autour de leur rémunération à cette occasion. Sur ce sujet d'ailleurs, les syndicats dénoncent le manque de concertation et de réalisme autour du fameux pacte enseignant. C'est le cas du SNES-FSU et de sa secrétaire générale, Sophie Vénétité. Hier soir, elle était sur France Info où elle a rappelé que tous les syndicats avaient quitté la table des négociations. On est quand même très loin de la logique d'apaisement. On est dans une logique, encore une fois, de provocation vis-à-vis des enseignantes et des enseignants. C'est extrêmement problématique. Et nous, aux dernières nouvelles, les échanges qu'on a pu avoir ces derniers jours, il n'y a pas de modification du projet présidentiel, alors même que toutes les organisations syndicales sont contre ce projet. Pour vous dire, on prépare la rentrée dans un contexte de suppression de postes. Dans les collèges et les lycées, on va perdre encore 400 postes de professeurs, ce qui fait que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il y a près de 8000 postes de professeurs qui ont été supprimés. J'ai du mal à voir où est la priorité dans l'éducation nationale. Le ministre, décidément sous le feu des critiques, Anne Hidalgo affirme même ce matin qu'il n'a pas de projet pour l'école. La maire de Paris a accordé une longue interview à nos confrères du Café Pédagogique et elle ne mâche pas ses mots. Elle est revenue sur les 178 classes qui seront fermées à Paris à la rentrée 2023, soit l'équivalent de 19 écoles. Elle déplore que Pap Ndiaye lui ait adressé une fin de non-recevoir définitive sans possibilité de dialogue sur le sujet. Sur la mixité scolaire, elle se dit défavorable au rattachement des académies de Paris et de Seine-Saint-Denis qui diluerait les moyens de l'éducation nationale selon elle. Et elle conclut, je la cite, « Une partie de l'élite de notre pays ne pense pas le changement et souhaite conserver ce modèle qui aujourd'hui abîme une partie de notre jeunesse. Nous sommes dans un moment de grand bouleversement avec la question du changement climatique, celle des grandes inégalités qui fracturent notre société. Si tous ces défis ne font pas changer de modèle, de vision de ce que doit être l'école, alors on recule. Ce manque de créativité flingue l'école de la République. » On en vient à cette question soulevée par nos confrères du Parisien hier. Les STMG ont-ils été saqués lors des épreuves de spécialité du bac ? Partout en France, de nombreuses familles se sont plaintes de notes particulièrement basses lors de ces premières épreuves. La mère d'un élève de Créteil, par exemple, nous explique que son fils a eu 3 sur 20 en éco-droit et 4 sur 20 en management, là où, selon elle, il avait 14 de moyenne tout au long de l'année. D'autres élèves, objectivement bons habituellement, ont eu des notes très basses. Un état de fait qui pourrait être dû aux décisions des commissions d'harmonisation qui se réunissent au niveau académique et dont le but est de corriger les éventuels écarts de notation entre correcteurs mais aussi entre épreuves. Du coup, la FCPE, l'Association des professeurs de sciences économiques et sociales ainsi que les syndicats des chefs d'établissement sont montés au créneau et plusieurs familles vont demander une deuxième correction des copies au rectorat. Malheureusement, c'est une initiative qui risque bien de rester vaine puisque selon les textes réglementaires, le jury des correcteurs est souverain. On revient un instant sur le suicide de cet enseignant le 16 mars dernier dans le Vaucluse. La famille a décidé de porter plainte.
Ce matin-là, au lycée d'Arc d'Orange, une employée chargée de l'entretien de l'établissement retrouve Jean Mageran, 58 ans, mort dans la salle de travaux pratiques. Il était professeur de physique-chimie et a mis fin à ses jours par électrocution. Eh bien, nos confrères de la Provence nous apprennent qu'hier, la famille a publié ce communiqué de presse dont je vous lis un extrait. Le suicide de Jean Mageran est un signal évident de sa détresse professionnelle extrême. Étant donné les éléments dont nous disposons, nous avons porté plainte auprès du procureur de la République de Carpentras. Par notre action, nous souhaitons qu'un tel drame ne puisse jamais se reproduire. Voilà. Pour l'instant, nous ne savons pas si la plainte vise spécifiquement l'établissement, l'éducation nationale ou si elle a été déposée contre X, mais une enquête va être ouverte pour déterminer les responsabilités de chacun. Et vous vouliez, Loïc, revenir sur l'affaire du lycée Angela Davis que Valérie Pécresse voulait débaptiser. Oui, rappelez-vous, je vous en avais parlé à la fin du mois de mars. La présidente de la région Île-de-France voulait que ce lycée de Saint-Denis change de nom, pointant du doigt les récents propos polémiques d'Angela Davis ainsi que son passé chez les Black Panthers. Vous savez, c'est ce mouvement parfois violent, très radical en tout cas, de libération afro-américaine. Et Valérie Pécresse avait écrit au ministre de l'Éducation pour trancher cette question. Celui-ci lui a donc répondu hier, je le cite, « Ce n'est ni au préfet de région ni au ministre de l'Éducation nationale de se prononcer ou de valider le choix fait par une collectivité », puisqu'effectivement, il faut rappeler que ce choix d'Angela Davis est issu d'un vote. Un vote des enseignants, des élèves et du personnel éducatif du lycée. Pap Ndiaye en a d'ailleurs profité pour rappeler l'importance du mouvement Black Panther aux États-Unis dans l'histoire de ce pays. Bref, c'est un retour à la case départ pour Valérie Pécresse. Merci Loïc. Alors comment faire en sorte qu'il y ait plus de mixité sociale à l'école? On en parle tout de suite avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Youssef Souedi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur post-doctorant au CNRS. Votre thèse portait sur la ségrégation sociale au collège. La publication des IPS, l'indice de position sociale des établissements, donc par le ministère, a confirmé la présence de l'entre-soi, aussi bien dans les milieux favorisés, aisés, que dans les milieux défavorisés. Est-ce qu'on peut rappeler déjà comment est calculé ce fameux IPS, indice de position sociale ? Alors, l'IPS, c'est un outil statistique construit par le ministère de l'Éducation nationale. Et pour chaque élève, on attribue un score qui va de 38 à 179. Et ce score, il dit à quel point l'élève évolue dans une famille qui prédispose à la réussite scolaire. Donc, ce score, il est défini à partir de la profession des deux parents. Et donc, un élève qui vient d'une famille ouvrière, par exemple, on aura un IPS plutôt bas, plutôt proche de 38, tandis qu'un élève qui vit dans une famille où les deux parents sont cadres, profession intellectuelle supérieure, aura un IPS plutôt proche de 179. Il y a les revenus, les biens immobiliers, effectivement, et l'accession à la culture dont on parlait à l'instant. Pourquoi je parle de l'IPS? Parce que tout simplement, c'est un lien direct avec la mixité sociale. Est-ce qu'on peut redire à quel point, redéfinir ce qu'est la mixité sociale et pourquoi aujourd'hui on en parle? C'est un vrai débat. La mixité sociale dans les établissements scolaires, c'est le fait que des élèves de différentes origines sociales sont scolarisés dans un même établissement ou dans une même classe, puisqu'il peut y avoir une mixité sociale à l'échelle de l'établissement, mais au sein des différentes classes, que les compositions sociales soient particulièrement homogènes. Donc c'est ça la mixité sociale, et généralement on parle plutôt de ségrégation aussi, pour désigner le fait que les établissements, parfois proches, scolarisent des populations très différentes socialement. Alors très différentes ou justement pas assez différentes, et c'est bien ce qui pose problème. On va mettre des enfants qui ont donc un IPS, un indice de position sociale assez bas, tous effectivement dans le même établissement, et ceux qui ont un indice de position sociale élevés qui seront dans le même établissement. Justement, le ministre Pap Ndiaye parlait de cette situation il y a quelques jours pour redire à quel point on avait besoin de mixité dans l'école pour pouvoir favoriser l'apprentissage de ces élèves qui ont un IPS bas. Est-ce qu'il y a un lien entre la mixité sociale et le niveau scolaire, Youssef Souedi? Oui, alors avant ça, j'ai juste oublié de dire avant que l'IPS il est calculé au niveau élève, mais dans le débat public, quand on parle d'IPS, on parle plutôt d'IPS au niveau de l'établissement. Et c'est simplement la moyenne de l'IPS des élèves au sein d'un établissement. Donc, vous parliez de la corrélation entre mixité sociale et mixité scolaire. Alors, il est vrai que la France se caractérise par des niveaux d'inégalité selon l'origine sociale, d'inégalité de réussite scolaire selon l'origine sociale particulièrement importantes. Et donc, un collège qui sera particulièrement défavorisé socialement, il y aura des résultats scolaires qui seront également en moyenne plutôt bas. Mais vous pouvez avoir à la fois de la mixité sociale et
et à un niveau élevé de réussite scolaire. Par exemple, depuis la rentrée 2022, les lycées Louis le Grand et Henri IV à Paris ont toujours un niveau scolaire très élevé, beaucoup plus élevé que les autres lycées parisiens. Par contre, il y a une nouvelle procédure qui a apporté plus de mixité sociale. Alors effectivement, pour l'instant, on n'a pas forcément de recul sur l'impact, mais a priori, ça n'a pas beaucoup changé. Mais est-ce que vous savez à peu près combien cela représente d'élèves qui viennent effectivement d'établissements dont l'IPS est plus bas et qui sont arrivés dans ces fameux établissements scolaires dont tout le monde parle, qui sont Henri IV et Louis le Grand? Alors, j'ai pas les chiffres en tête. Par contre, c'était quand même plutôt important. Il y a eu à partir de cette rentrée-là, de nouveaux critères d'admission qui favorisaient effectivement un niveau scolaire égal les élèves issus de catégories sociales défavorisées. Et ça a permis d'apporter beaucoup plus de mixité sociale dans ces deux établissements, Louis le Grand et Henri IV, que ce qui avait lieu avant. Et pour vous, c'est gagnant-gagnant dans les deux cas, à la fois pour les élèves qui intègrent ces établissements-là et qui pourtant doivent souvent faire plusieurs kilomètres de plus pour pouvoir aller dans ces établissements, que pour ceux qui sont présents dans les établissements et qui voient justement de nouvelles têtes arriver. Alors là, on est dans un cas particulier où du coup, on voulait que le niveau scolaire de ces deux lycées-là reste très élevé. Donc les élèves qui arrivent dans ces établissements-là, ils ont un niveau scolaire plutôt élevé. Par contre, c'est vrai qu'ils viennent de milieux sociaux plus défavorisés socialement, d'endroits, enfin ils n'ont pas grandi dans le quartier latin, et donc culturellement ça peut être un choc et il peut y avoir un moment d'adaptation au moment d'arriver dans le lycée, oui. Et d'adaptation aussi pour les élèves qui sont présents, puisque ce n'est pas une question d'adaptation parce que les élèves sont en IPS bas, mais tout simplement parce que de nouveaux sont arrivants et effectivement il faut pouvoir aussi les intégrer. Mais c'est justement en partie ce qu'on cherche avec la mixité sociale, faire en sorte que notamment dans ce cas-là les futures élites du pays ne soient pas issus du même milieu social, mais aient rencontré au cours de leur scolarité des gens venus d'autres origines sociales. C'est une partie des raisons pour lesquelles on veut plus de mixité sociale. Dans une interview au Figaro, Pap Ndiaye a confirmé des annonces imminentes sur la mixité sociale à l'école. Dans son viseur, eh bien, il y a les écoles privées. Là, on parlait d'écoles publiques, qui sont des écoles publiques de très très bon niveau. Henri IV et Louis le Grand qui sont situées à Paris. Il y a bien sûr des écoles privées sous contrat qui n'ont rien à voir, sous contrat avec l'État. Je cite Pap Ndiaye, avec des objectifs chiffrés et des pourcentages de boursiers. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement selon vous, Youssef Souidi? Est-ce que les frontières entre le public et le privé deviennent de plus en plus floues selon la volonté du ministre? Alors, on fait des pas pour que la mixité sociale soit plus importante. Par contre, pour rappeler ce qu'est la différence notamment entre les établissements publics et privés, les établissements publics, ils ont un secteur de recrutement via la carte scolaire. Donc chaque élève, en fonction de son adresse, est affecté à un collège public. Après, il peut y avoir des dérogations. Tandis que les collèges privés, eux, sont totalement libres de leur recrutement. Et là, ça leur imposerait une sorte de limite à leur recrutement en leur disant vous êtes libre, mais quand même il faut faire attention au taux de boursiers. Alors après la mise en œuvre, on n'a pas encore tous les détails, ça devrait être annoncé à la mi-mai. La mise en œuvre, elle peut être compliquée parce que les élèves, quand ils entrent en 6e, on ne sait pas encore s'ils sont boursiers ou pas. Il n'y a pas de statut de boursier en primaire. Donc, comment on met ça en œuvre, ça reste à voir. Et également, à quel point c'est une contrainte forte pour les établissements privés. Est-ce que c'est juste un sermon de la part du ministère de l'Éducation nationale ou est-ce que vraiment il y a une contrainte forte pour obliger les établissements privés à améliorer leur recrutement, leur diversité sociale? Oui, parce que vous parlez de contraintes, effectivement, ça pourrait toucher les subventions effectivement, que l'État donne aux établissements privés. On rappelle quand même que 3/4 des fonds des établissements privés sous contrat sont financés par l'État. Voilà, et c'est justement la question, c'est-à-dire que est-il normal que l'État finance des établissements qui vont appauvrir en quelque sorte d'autres établissements, que l'État finance sa propre concurrence, la propre concurrence des établissements publics? C'est la question qui revient ici. Aujourd'hui, on ne sait pas encore dans quelle mesure les financements des établissements privés seront conditionnés à la mixité sociale. Et d'ailleurs, en fait, le secrétaire général de l'enseignement catholique, donc qui représente une grande partie des établissements privés sous contrat, lui souhaiterait plus de subventions en disant si on veut accueillir des élèves défavorisés, il faut avoir des tarifs de cantine qui sont les mêmes que ceux dans le public et donc on a besoin de plus de subventions, notamment pour la cantine. Alors que le sénateur Parti communiste français Pierre Ouzoulias disait au contraire qu'il voulait justement baisser les subventions de l'État pour les établissements privés. Vous en pensez quoi ?
Alors, je ne sais pas si c'est possible dans le cadre législatif actuel. Donc, il y a la loi Debré de 1959 qui régit le financement des établissements privés. On a essayé en 1984 d'y toucher et en fait, ça a mis des millions de personnes dans la rue et donc depuis, plus personne ne peut y toucher. Donc, j'ai l'impression que ça demande des changements législatifs importants et c'est pas ce qui semble à l'ordre du jour de ce que veut faire le ministère de l'Éducation nationale. N'est-on pas sur un souci davantage idéologique ou plutôt politique, très clairement ? Alors, effectivement, tout ça, c'est bien sûr des choix politiques, puisque le fait de... Notamment, vous savez, dans le public, il y a des secteurs de recrutement qui sont définis par les conseils départementaux. Ouais. Et vous avez parfois des établissements proches, mais qui ont des bassins de recrutement, donc là, dans le public, qui sont très différents socialement. Donc, les conseils départementaux font les frontières de telle sorte, volontairement ou involontairement, que des collèges proches ont des bassins de recrutement très différents socialement dans le secteur public. Et donc, changer les frontières des secteurs de recrutement, ça, c'est un choix politique, oui, bien sûr. De nombreux parents d'enfants dans le privé ont évidemment critiqué cette décision en disant « Nous mettons nos enfants dans le privé car l'école publique est défaillante ». Est-ce que c'est une impression que vous partagez aussi, cette école publique défaillante qui fait qu'on se retrouve dans une situation où on s'occupe finalement de l'école qui marche ou qui marcherait, conditionnelle, l'école privée, et en délaissant toujours l'école publique qui aurait en fait besoin davantage d'être prise au sérieux et d'être aidée? Alors, tout ça est peut-être un cercle vicieux, en fait. Le fait qu'il y ait de la ségrégation, par exemple, ça fait que... donc, une chercheuse qui s'appelle Asma Benenda, par exemple, montrait que dans les établissements très défavorisés socialement, les profs sont plus jeunes, plus souvent contractuels, donc n'ont pas la même formation que... Enfin, la formation générale des professeurs, et restent moins longtemps dans l'établissement. Il y a beaucoup de turnover, beaucoup de changements d'équipe. Tout ça, ce qui peut nuire aux enseignements. Et donc, le fait qu'il y ait de la ségrégation fait qu'il y a ces équipes de professeurs moins stable, moins propice aux enseignements, et donc c'est peut-être un cercle vicieux aussi. Oui, alors donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, cette école publique défaillante dont vous parlez, mais défaillante par le système, pas forcément défaillante par choix. Encore une fois, on parle de recrutement de professeurs contractualisés, donc contractuels, parce qu'il manque des professeurs, parce que la situation des profs, et on va y revenir, est très difficile aujourd'hui, notamment par les conditions de travail et par le salaire, même s'il y a eu des annonces annoncées. Donc les annonces ont été faites pour l'augmentation du salaire des professeurs à 2 000 € pour les professeurs débutants. Mais enfin, ça n'empêche que la situation est difficile. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si on avait des professeurs qui resteraient davantage dans ces écoles privées, notamment en zone d'éducation prioritaire, enfin en réseau d'éducation prioritaire, dans les REP, les écoliers, les collégiens auraient plus de chances de réussite, selon vous? Eh bien, avoir des professeurs plus expérimentés, en particulier quand on a des problèmes scolaires, enfin on n'est pas très bon scolairement, avoir des professeurs expérimentés, c'est important pour la réussite des élèves. Et donc, effectivement, agir sur ces questions de turnover, de qualification des professeurs qui vont dans les établissements les plus défavorisés, ça peut permettre de réduire les inégalités scolaires. Et donc, voilà, en ce sens, le fait qu'il y ait des établissements très défavorisés, ça nuit aux enseignements reçus par les élèves. Ce constat que vous faites, beaucoup l'ont fait évidemment, et notamment, j'imagine, au sein du ministère de l'Éducation. On sait qu'il y a un vrai problème. Pourtant, l'argent qui est alloué n'arrive pas suffisamment en masse, puisqu'on a encore cette problématique de professeurs absents, de contractuels engagés, qui ne sont pas forcément mauvais, mais c'est juste qu'effectivement, ils ont peut-être moins l'expérience suffisante, et puis la pédagogie et les formations aussi nécessaires dont ont besoin ces professeurs-là. Pourquoi, selon vous, l'argent ne serait pas directement alloué à l'école publique pour la rendre meilleure ? Vous voulez dire à la place du financement des écoles privées? Oui. Alors je pense qu'il y a des obstacles politiques très forts qui font que ça nécessite une modification législative très importante et qu'en l'état actuel des choses, ça semble peu probable que ces modifications-là soient faites. Si l'on vient effectivement à la nécessité, ou en tout cas la proposition du ministre Pap Ndiaye de changer le mode de fonctionnement de l'école publique, ou en tout cas de faire intégrer effectivement une mixité sociale plus forte au sein de l'école publique, le principe résiderait dans le problème de la liberté qu'ont les écoles publiques privées dont vous parliez juste à l'instant. Et qu'en est-il des élèves? Est-ce que l'école privée, du fait qu'elle soit privée sous contrat et que donc elle a une liberté de choix de fait, elle doit accepter tous les élèves?
Alors, il y a de toute façon des contraintes de capacité qui font qu'elle ne pourra pas accepter tous les élèves. Par contre, on peut demander peut-être plus de transparence sur les critères de recrutement. Qu'est-ce qui fait qu'un élève est admis et qu'est-ce qui fait qu'un autre n'est pas admis? Et c'est vrai que le fait que le ministère de l'Éducation nationale finance aux 3/4 les établissements privés sans savoir du tout comment sont choisis les élèves, en fait, on aimerait savoir peut-être, il pourrait y avoir une plateforme où on recense l'ensemble des écoles privées. Aujourd'hui, si vous voulez inscrire votre enfant dans une école privée, il faut aller sur les sites de chaque école pour comparer les frais d'inscription, etc., faire un dossier différent pour chaque école. Pour les familles les plus défavorisées socialement, notamment, ça peut être un frein, ça, cette barrière de l'information. Et donc, on peut peut-être demander plus de transparence, et notamment une plateforme nationale. C'est notamment une proposition que fait Julien Grenet, qui est chercheur sur ce sujet également. Une plateforme nationale où les élèves candidateraient. Comme ça, on peut savoir qui candidate, qui est pris à la fin, et voir à quel point il y a une autocensure de la part des familles défavorisées socialement. Mais une famille lambda qui a envie de mettre son enfant dans tel établissement parce que le projet, effectivement, pédagogique de l'établissement lui convient, ainsi que les valeurs énoncées lui conviennent. Pourquoi n'aurait-il pas cette possibilité de choix, puisque l'école publique existe et l'école privée aussi? Alors, il pourrait avoir ce choix-là. En fait, la question, c'est à partir du moment où il y a plus de candidats que de places, comment on départage les élèves? Et l'école privée semble, dans ce cas-là, ça semble être très demandée. Mais encore une fois, on n'a pas assez de chiffres pour le confirmer. On aimerait bien les avoir, ces chiffres. Donc, elle semble très demandée. Et ensuite, elle effectue un écrémage, mais ce qui est normal. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a plus de demandes que de places, il faut faire cet écrémage. Et nous, enfin, ce qu'on devrait savoir, c'est comment elle fait cet écrémage. Oui. Et pourquoi tel élève est admis et l'autre ne l'est pas. Alors, c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre les écoles privées sous contrat qui sont dans les grandes villes et les écoles privées sous contrat qui sont davantage dans les petits villages ou dans la ruralité. Oui. Il faut en parler parce que le recrutement ne se fait pas tout de la même manière et surtout parce que Philippe Delorme, le secrétaire général de l'enseignement catholique, a pris la parole à ce sujet en disant l'élitisme social de ces établissements constituerait un cliché. Plutôt que les grands lycées catholiques de centre urbain fréquentés par la bourgeoisie locale dans une forme d'entre-soi confortable, je le cite, il préfère évoquer l'implantation rurale des établissements de l'ouest de la France, dont la composition sociale est semblable à celle des écoles publiques, ou encore des établissements des quartiers nord de Marseille ou de Roubaix, une ville du nord de la France, qui séduisent majoritairement, je vais y arriver, une population musulmane modeste et soucieuse d'échapper à la carte scolaire. Que pensez-vous? Alors, les établissements privés de l'Ouest qui sont plutôt défavorisés socialement ou des quartiers nord, ils existent, c'est vrai, mais c'est une partie des établissements et reste toute la question des établissements privés dans les grandes villes et dans les villes moyennes. Et Roubaix, donc c'est un exemple intéressant. Apparemment, vous avez certains établissements privés mixtes à Roubaix, mais vous avez aussi un collège public à Roubaix qui fait partie des 10% les plus défavorisés à l'échelle nationale. Et vous avez, à moins de 10 minutes à pied, un collège privé qui fait partie des 10% les plus favorisés à l'échelle nationale. Ouais. Dans ce cas-là, on voit bien que le privé contribue bien à la ségrégation sociale. La mixité sociale, selon vous, permettrait d'améliorer le niveau moyen des élèves et des classes de manière générale ? Alors là-dessus, les études ne sont pas toutes convergentes parce que ça dépend donc quel niveau de mixité sociale, quelle augmentation de la mixité sociale. Donc c'est assez difficile de répondre de manière définitive sur le sujet, mais il y a toute une question qui est aussi de la question de vivre ensemble, d'être dans un pays où la devise est liberté, égalité, fraternité, et où vous avez des établissements qui peuvent être parfois très proches et très différents dans leur composition sociale. Et ça interroge la question de vivre ensemble. Donc une des raisons pour lesquelles les pouvoirs publics peuvent souhaiter de la mixité sociale, c'est pour cette question de vivre ensemble aussi. Et au-delà des notes à court terme, également élargir l'horizon des élèves, ça peut être en termes de préjugés, mais aussi en termes d'aspiration professionnelle. Si vous êtes dans un établissement où toutes les familles, enfin tous les parents font la même chose, sont ouvriers à la chaîne chez Peugeot, par exemple, vous n'allez peut-être pas avoir d'idée d'autres métiers
que vous pourriez avoir dans un établissement plus mixte socialement, où vous discutez avec les élèves, ton père il fait quoi, ta mère elle fait quoi. Et bien sûr, et on le comprend tout à fait. Mais évidemment, se pose la question aussi des établissements qui marchent très bien, dont les résultats sont très satisfaisants, avec des élèves qui ont un niveau d'excellence. Bien sûr, se pose la question du nivellement par le bas. Et donc du lien entre mixité sociale et niveau scolaire, ce qu'on appelle mixité scolaire. Donc comment pourrait-on faire pour pouvoir tirer tout le monde vers le haut et ne pas seulement avoir l'effet des vases communicants, tirer vers le haut certains et tirer vers le bas d'autres? Alors, globalement, les études, elles convergent plutôt pour dire qu'en tout cas, il n'y a pas d'effet négatif pour les élèves les plus favorisés socialement ou les meilleurs scolairement. Et d'ailleurs, en fait, être dans un établissement plus mixte pour un élève favorisé qui est moyen scolairement, ça peut être une bonne chose. C'est-à-dire que, vous savez, même à Henri IV, au collège Henri IV, il y a un premier et un dernier. Si l'élève qui est dernier à Henri IV est dans un collège plus mixte où il va avoir des élèves autour de lui plus divers en termes de réussite scolaire, il ne sera pas forcément le dernier. Et donc ça, c'est un des arguments qui peut interroger les parents et de se dire, est-ce que effectivement je veux que mon fils soit dernier ou ma fille soit dernier dans un collège très bon scolairement, ou plutôt qu'il s'épanouisse un peu plus et qu'il n'ait pas cette perte de confiance en lui du fait d'être dernier, même s'il est plutôt moyen scolairement et pas forcément mauvais. Ce que devrait proposer Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation, c'est notamment de développer des secteurs bicollèges. Alors, on en parle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour ceux qui nous regardent, ce que veut dire les secteurs bicollèges ? Alors, les secteurs bicollèges, ça repose d'abord sur le constat que vous pouvez avoir des collèges très proches géographiquement, même publics, et très différents socialement. Et donc, l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, chaque collège a son secteur de recrutement à travers la carte scolaire. C'est de fusionner les secteurs de collèges proches géographiquement, et donc un élève n'a plus un collège de secteur, mais 2 collèges de secteur. Alors après, comment est-ce que l'élève il est affecté à un collège plutôt que l'autre? Ça, les modalités peuvent différer, mais peut-être un exemple assez simple, c'est une sorte de fusion, où donc, vous êtes dans le secteur des collèges A et B. La 6e, 5e, vous la ferez dans le collège A et la 4e, 3e dans le collège B. C'est une des manières de faire un secteur multicollège. Merci beaucoup Youssef Souidi d'avoir été avec nous sur le plateau du Grand JT pour parler justement de mixité sociale. Je rappelle que vous êtes chercheur post-doctorant au CNRS et que votre thèse justement portait sur la ségrégation sociale au collège. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parlent nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAC sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAC sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le Grand JT d'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le Grand JT d'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Ingrid Dandeleu. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes ravis avec Loïc de vous accueillir sur ce plateau du Grand JT. Vous êtes
franchisé, on appelle ça, des savants fous. Les savants fous, qu'est-ce que c'est? Ce sont des stages et ateliers proposés aux enfants pour aborder les sciences d'une manière totalement différente, en tout cas d'une manière ludique. Est-ce que c'est vrai que l'approche par le jeu permet justement à tous de s'y intéresser aux sciences et d'une manière plus amusante, si je puis dire? C'est vrai que la science, souvent, ça paraît compliqué. Les enfants, ce sont des notions qui sont difficiles à aborder pour eux. Et puis, à l'école, ou même quand on va dans le loisir, on n'a pas forcément le matériel ou la connaissance de comment expliquer de façon simple. Donc, les savants fous, qui sont présents un petit peu partout en France, sont là justement pour transmettre leur savoir et leur folie scientifique aux enfants en faisant des expériences et les emmenant par le jeu, par l'observation et par la réflexion à comprendre des notions parfois complexes. Donc on vient en renfort des enseignants parfois sur des projets ou sur du loisir juste pour s'amuser. Alors justement, vous le dites, les sciences ont mauvaise presse, ou sont mal perçues, on se dit que c'est difficile de le comprendre. Pourquoi en fait cette fausse idée au départ ? Parce que parler scientifique, c'est souvent utiliser des mots qui sont compliqués et on n'a pas forcément le savoir de les vulgariser, c'est-à-dire de les rendre plus simples, parce qu'on a peur d'être faux dans ce qu'on va expliquer. Et en fait, l'enfant, lui, savoir exactement la notion, c'est pas ce qui est important pour lui, c'est d'avoir une idée globale de ce qu'il est en train de voir, d'absorber ce qu'il peut à l'âge qu'il a, et ensuite, il va se souvenir et ça lui fera des rappels pour quand il va grandir. Et donc, ça l'aidera forcément dans sa perception du monde. Et puis voilà. Forcément. Alors, les thématiques sont nombreuses. J'ai regardé, évidemment. On peut trouver la chimie, la faune et la flore, le corps humain, la lumière, l'eau, le Moyen-Âge. Racontez-moi le Moyen-Âge. Alors, le Moyen-Âge, c'est un petit peu le début de la science. Donc, c'est le début de la chimie avec les alchimistes, on est les apothicaires. On a tout un tas de choses, on découvre le monde, on essaie de l'expliquer. Et c'est le début des expérimentations par l'observation. Donc, c'est le moment d'observer le ciel, de se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent. On met des mots dessus, on fait des hypothèses. Et c'est le début de tout, en réalité. Donc, que ce soit sur l'évolution des machines, sur l'astronomie, sur de la chimie ou sur autre chose, on est vraiment à l'orée de tout ce qui va se passer après. Si je prends un autre, par exemple, des ateliers, si je prends la chimie ou le corps humain, comment concrètement se passe un atelier? On arrive à quelle heure? Ça dure combien de temps? Quelles expériences on fait? Alors, un atelier, c'est 1h30 d'activité avec les enfants. On vient, que ce soit dans une classe ou en loisir, on est là pour les faire travailler en groupe. Parce qu'il y a aussi le savoir-vivre ensemble, le partage, il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc, on distribue du matériel, on fait les expériences, on en discute, c'est eux qui nous disent ce qu'ils voient, et on essaie de comprendre une thématique générale. Une expérience sur le corps humain, c'est quoi? Une expérience sur le corps humain, ça peut être, par exemple, si on fait quelque chose sur le cœur, on va avoir l'observation d'un vrai organe. Donc on va emmener des cœurs, on va regarder, mettre les mains dedans. Des vrais cœurs? Oui, des vrais cœurs. C'est très impressionnant pour les enfants. Oui, mais contre toute attente, c'est quelque chose qu'ils aiment bien parce que tout d'un coup, c'est concret. C'est plus un morceau de plastique ou une image. Là, on a vraiment les artères, on met les doigts dedans, on observe à la loupe, on prend un morceau, on regarde au microscope, on se pose des questions. Moi aussi, je peux venir parce que ça va être pertinent. Oui, c'est vrai en plus. Non, mais attendez, ça a l'air génial. Les parents doivent se battre pour pouvoir venir aussi, non? Alors, je ne sais pas s'ils se battent, mais en tout cas, ils viennent. Donc, ça veut dire que ça plaît et ils reviennent. Donc, j'imagine qu'on arrive à en convaincre certains, en tout cas. Dans un monde de plus en plus sceptique, quelle est votre perception de l'importance de expliquer la science? Parce qu'aujourd'hui, on a presque l'impression que 2 + 2 = 4, ça va être remis en cause par certains qui vont dire mais non, mais en fait, ça fait 4,5 ou ça fait 4,7. Finalement, les sciences, c'est un petit peu une façon de retrouver la vérité des choses et des informations? Moi, je pense que la vérité, c'est une notion qui n'existe pas vraiment parce qu'elle est remise en question tout le temps, vous le disiez Même tout à en l'heure. science? Même en science, en fait, la science, c'est quoi? Ce sont des hypothèses qui vont tenir le temps d'une expérience. On va réussir à prouver en faisant quelque chose qu'on a peut-être raison. Et puis, à un autre moment, on va se rendre compte que c'était pas ça. Donc, on va tout remettre en question et on va recommencer pour essayer de prouver une nouvelle fois.
Donc c'est pour ça qu'il y a différents courants scientifiques. Il y a des scientifiques qui sont d'accord les uns avec les autres et d'autres pas du tout. Donc c'est là où c'est intéressant parce que quand on arrive à bien s'entendre, d'où le savoir-vivre, hein, dès le plus jeune âge, on arrive à échanger et à aller plus loin dans nos interrogations et dans ce qu'on est capable d'apporter aux autres et au monde qui nous entoure. Pour en revenir à ce fameux cœur qui est devant vous, devant les élèves, devant les enfants, d'accord ? Ces cœurs qui ne battent plus, certes, mais dont on voit effectivement l'artère, par exemple, enfin les artères. Quelles sont les premières questions que vous posent les élèves qui sont face à vous ? Alors, ils ne posent pas des questions, ils vont d'abord toucher, ils vont d'abord regarder, et c'est nous qui allons poser des questions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui est devant vous ? Quelle couleur ça a ? Quelle texture ça a ? Est-ce qu'il y a plusieurs parties ? Est-ce qu'il y a une odeur particulière ? Alors, on ne goûte pas, hein. Attention, on ne met pas la bouche ni rien. On a des gants, on est équipés pour ne pas s'en mettre partout. Et là, ils vont dire ce qu'ils voient. Alors, parfois, on a une comparaison qui est possible entre un cœur et une cervelle. Donc là, on va vraiment avoir des textures différentes, avec des couleurs, avec des vaisseaux, avec du sang qui va se trouver à différents endroits. Et là, ils vont comprendre par tout ça comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne en fait. Quel est l'élément important ? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un muscle ? Parce qu'il va avoir un mouvement, mais par où vient le mouvement ? Et on va voir que tout est lié, un petit peu comme... autour de nous, tout est lié aussi. Donc là, c'est assez impressionnant parce que les enfants sont surprenants sur ce qu'ils sont capables de comprendre et d'exprimer avec leurs propres mots, en fait. Et ça vient en complément, en fait, du programme scolaire. Est-ce que vous vous arrangez avec les professeurs, souvent, quand vous venez dans les établissements, pour que ce soit une expérience, une expérimentation, un atelier en plus du cours proposé ? Alors oui, en fait, les enseignants nous appellent en soutien d'un projet scientifique qu'ils vont avoir dans leur classe ou dans l'école. Donc parfois, on fait tout le programme de sciences de l'année, ça nous arrive, et parfois, c'est sur quelque chose de très ponctuel. Et donc, on vient en premier, on fait les expérimentations, et de là, ils vont pouvoir raccrocher les wagons de leur cours un peu plus théorique, puisqu'ils pourront, avec les photos qu'ils auront prises, peut-être les notes qu'ils auront prises, les dessins que leur auront fait les enfants, ils vont pouvoir revenir sur les notions, et puis avoir un cours qui sera peut-être mieux compris par les enfants. C'est un vrai travail d'équipe, en fait. Ça leur permet peut-être d'être même meilleurs, finalement, à l'école ? Aux enfants ? Oui. On espère. Après, ce qui serait super, c'est que les enseignants aient les moyens, le temps de pouvoir eux aussi proposer ça à leurs élèves, parce que s'ils ne le font pas, c'est pas qu'ils le veulent pas, c'est surtout parce qu'ils manquent de moyens et de temps. Il y a tellement à faire que... Alors, vous proposez aussi des ateliers sur la robotique dès l'âge de 3 ans. De quoi s'agit-il ? Alors là, on les sensibilise à la technologie. Donc, ils vont avoir des petits robots qu'ils vont pouvoir programmer. On leur apprend ce que c'est qu'une ligne de code, comment est-ce qu'on l'utilise, avec quels outils, à quoi ça va servir dans la vie de tous les jours. Parce que c'est ça qui est important, c'est, OK, on va programmer un truc qui va avancer, mais dans la vie de tous les jours, il y a la recherche, il y a la médecine, où on va avoir besoin de robots pour faire des choses très précises. Il y a les grosses machines, il y a tout ce qui va où nous, on ne va pas pouvoir aller, donc ça va être trop dangereux. On va envoyer des robots qui seront programmés. Donc on essaie de les sensibiliser à ça, mais aussi à comment est-ce que c'est fabriqué. Donc les mécanismes, les mouvements, l'électricité, tout ça. Et puis on essaie de monter des projets intéressants avec eux, qui sont aussi sur une partie technique. Alors ça commence dès l'âge de 3 ans, mais on peut effectivement jusqu'à 15, 16, 17 ans... oui, bien sûr. Évidemment participer à ces ateliers. Absolument. Et c'est donc à la fois les stages scientifiques que vous proposez en dehors de l'école, des ateliers au sein des écoles, plus un club de sciences qui est externe ? Oui, on va avoir, si on a un local, on peut proposer des stages à l'intérieur du local pendant les vacances scolaires, par exemple. Un club de sciences le mercredi après-midi, le matin ou le samedi, au choix. Ouais. Et puis après, on va effectivement avoir dans les écoles, les centres de loisirs et partout où il y a des enfants qui sont accueillis. Non, mais c'est vachement chouette. Moi, j'espère que je pourrai participer un jour. Et les anniversaires aussi, parce qu'on peut proposer des fêtes d'anniversaire pour les enfants. Vous n'avez qu'un cœur ? Vous trouvez quelque chose de plus festif peut-être. Enfin, c'est festif un cœur en même temps, mais pas bon, un cœur qui ne marche plus, je ne sais pas. Mais merci en tout cas 1000 fois Grind Dandeleu d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous faites partie des savants fous. Ce sont des stages et ateliers proposés aux enfants pour aborder les sciences de manière ludique et ça a l'air passionnant. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.
Ce week-end a eu lieu la 2e édition de l'Éco-Cotier Festival au Musée de l'économie à Paris. L'occasion de découvrir les sciences économiques et sociales autrement, débats, expositions, mais aussi théâtre. Les plus chanceux pourront découvrir Les Surfeurs de l'économie, une pièce de théâtre qui met en scène 2 professeurs qui tentent de vulgariser l'économie dans une mise en scène très originale. Un spectacle monté de toutes pièces par la compagnie Les Barbares. Agathe Delannoy les a rencontrés. Je m'appelle Angie. Et moi, c'est Nono. Et nous surfons sur la big vague de l'histoire. Quelle histoire, Angie? Toute l'histoire, l'histoire avec un grand H. La big vague de l'histoire avec un grand H. Née du Big Bang, sur laquelle l'humanité surfe. Ils sont exaltés, souvent totalement loufoques, et il n'en fallait pas moins pour faire aimer l'économie aux jeunes. Après une tournée entre la France, la Belgique et le Maroc, dont une 60aine de représentations dans des lycées, les comédiens témoignent d'un vif engouement de la part des élèves. Ça change énormément, les rires ils sont pas aux mêmes endroits, même l'écoute elle est différente. Quand c'est devant des classes, des ados, ils sont beaucoup plus, ils se permettent beaucoup plus aussi d'interagir avec nous. Alors c'est à nous aussi d'arriver à jauger ça et à jouer avec parfois leur excitation, parce qu'en plus comme on passe notre temps un peu à les exciter, puis après à les calmer, c'est un peu tout le jeu quand on joue devant des classes, quoi. À l'origine, la pièce de théâtre est une commande du Musée de l'économie à Paris. L'objectif, vulgariser les concepts de l'économie de manière ludique et pédagogique, un challenge pour les co-auteurs du spectacle. Ils m'ont demandé de faire un peu une brève histoire de l'économie, enfin de parler des grands penseurs de l'économie. À la base, c'était Smith, Marx, Keynes, Ricardo. Et et de parler de ces grands penseurs et un peu trouver une manière ou une autre de traiter leurs pensées théâtralement. Et de là, en fait, est né le projet Les Surfeurs de l'économie. Et si on dit que c'est une vague qui porte l'histoire du monde et on s'intéresse à l'évolution des choses pour comprendre un peu les mécanismes de l'humanité. Et ça, c'est le principe un peu des surfeurs. Aristote avec la raison. Aristote! Si le premier spectacle aborde la pensée des grands économistes, le second s'attaque à un thème parfois obscur. La finance. C'est vrai que c'était un sujet que j'avais trouvé intéressant parce que moi on était à la fac, on a commencé l'université quand il y a eu la crise. En gros, on était en terminale quand il y a eu la crise, donc c'était un événement un peu important. Moi, je m'étais dit, il y a quand même ce sujet. D'ailleurs, le spectacle commence avec cette idée. Le mot finance a une certaine magie, une certaine aura. Une aura un peu noire, un peu une sorte de magie noire comme ça de la finance, le monde de la finance. Des sujets de plus en plus concernants pour les jeunes, à l'heure où les questions économiques et sociales se retrouvent au cœur des plus grands débats. Magnifique sujet réalisé par Agathe Delannoy, qu'on remercie. Allez, tout de suite, c'est l'heure de retrouver l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souviens d'écolier. Et cette semaine, elle reçoit la ventriloque Le Capucine. Bon, aujourd'hui, tu t'es ventriloque, mais tu n'as pas toujours pensé faire ce métier-là. Avant, tu pensais être musicienne, en fait. Ouais, je pensais être musicienne ou, j'avoue, actrice ou dresseuse de chiens pour les films. Ça, c'était un truc que je voulais vraiment... Actrice? Voilà, ça, tout en même temps. C'est toujours possible. Oui, oui, c'est toujours un peu le cas, en fait, finalement. Ouais. Et l'autre dresseuse de chiens pour les films? Ah ouais, en fait, j'ai beaucoup de passion. C'est presque un problème dans ma vie. C'est que tu l'as dit, les animaux, en fait. Oui, c'est ça. Et j'ai toujours adoré... En fait, c'est très précis. C'est d'adopter un animal et de le travailler pour qu'il apprenne plein de choses. Ça, tu le fais? Par exemple, là, tu vois, ce matin, j'étais avec mes chevaux que j'ai adoptés il y a 9 ans. Et j'étais en train d'apprendre des trucs à mon cheval. J'ai adopté une chienne qui sait faire plein de trucs et qui est sur scène avec moi. Parce que je sais pas, j'ai un syndrome du sauveur avec les animaux, je pense. Mais donc, en gros, toi, dès que tu as une passion, tu essayes plus ou moins que ça devienne ton métier, quoi. Ah oui, pendant le confinement, j'ai fait une formation d'éducateur canin. Ça n'a aucun sens. C'est très compliqué de me suivre. Je suis bien concentrée. Attends, il fallait bien faire quelque chose pendant le confinement. Oui, je me suis dit, ce nombre de fois où je me dis, j'arrête tout, je vais être dresseuse de chiens en Ardèche. Bon, là, je sais que le jour où je suis prête. Je suis prête. Ça durait combien de temps, cette formation? Tu sais, c'est la théorie. Pour être dresseur de chiens, dresseur, n'importe quoi, éducateur canin, il y a la phase théorique et la phase pratique. Et moi, j'ai juste fait la théorie. Donc, c'est comme si je t'avais dit, j'ai appris à conduire dans un livre. Il y a encore un peu de travail. Voilà, quoi. Il me manque encore la réelle formation. Parce que le jour où je serai face à un gros chien qui voudrait me mordre, peut-être que je me... Tu as fait le Conservatoire de Versailles. Oui. Et en 2017, tu intègres l'Institut national des arts du spectacle à Bruxelles. Oui.
À ce moment-là, c'est pour la musique ou Non, en fait, c'est vrai que j'ai toujours pensé continuer dans la musique. Et en fait, au lycée, j'ai eu ma rencontre choc avec le théâtre. Et à cette époque, j'étais encore à l'Opéra de Paris. Et même là, je me suis aperçue que ce que j'aimais dans l'opéra, alors oui, la musique est grandiose, etc., mais c'était l'aspect raconter des histoires que j'aimais. Et je suis allée en Belgique et j'ai un peu regardé comment ils apprenaient le théâtre là-bas. Et j'ai été subjuguée par leur liberté qu'ils prenaient avec des textes traditionnels. Par exemple, en France, alors, je vais me faire taper dessus, mais en France, je trouve qu'on a encore un respect monstrueux de tout ce qui a été fait. Donc on est trop fort, mais ça reste très... Et là, j'arrive dans un endroit où tu peux tout exploser, tu peux prendre un texte et le tordre dans tous les sens et faire une... Enfin, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc ça m'a hantée pendant 3 ans de lycée de rentrer dans cette école-là. Ah oui? Ah ouais, en fait, c'est leur école nationale, ça s'appelle l'INSAS, et c'est une super chouette école, mais il y a un concours où on est 1000 pour 10 places, quoi. Donc t'as décroché? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... on me dit tout le temps dans cette école qu'on n'y rentre pas avant 23-25 ans parce qu'on prend souvent des gens qui ont un passé, un passif, nanana. Et moi, j'avais 17 ans au moment où je voulais le passer. Et je me suis dit, plutôt que me payer un stage à 600 € au cours Florent, je vais juste passer le concours, ça me fera un stage, une formation, et puis on verra. Et en fait, le concours, je l'ai eu. Donc du coup, je suis rentrée à 18 ans, en fait. Du coup, tu étais vachement plus jeune que le reste de et donc, en fait, c'était un peu bizarre parce que j'avais réalisé un rêve en rentrant dans cette école. Mais finalement, j'étais beaucoup trop jeune et j'étais vraiment en décalage avec les gens de ma classe qui avaient 26, 27, 28 ans. Enfin, je veux dire, même encore aujourd'hui, j'intégrerai l'école en première année, je serais dans les plus jeunes, quoi. Alors que j'ai eu le temps d'avoir ma carrière de ventriloque entre-temps. Mais justement, à ce moment-là, c'est aussi pour être ventriloque que tu es là-bas. Tu l'exprimes, tu l'étais déjà. Ah oui, mais à cette époque-là, j'assumais pas encore pleinement cette envie parce que justement, c'est bizarrement, alors que c'est de la scène les deux, il y a un peu deux mondes qui s'opposent, quoi. Il y avait vraiment le théâtre, puis là, j'étais dans une école de théâtre contemporain, politique, très engagée, où vraiment, il faut parler de Tchernobyl, sinon t'es pas crédible. T'avais l'impression que c'était trop populaire? Ouais, ou trop léger, enfin, c'était futile de rire. J'avais l'impression, c'est ce qu'on me renvoyait, pas les profs, mais les élèves. Toi, avec ta personnalité, tu faisais que des choses super sérieuses au théâtre, sur scène? Ah ouais, on dirait pas, mais j'ai fait beaucoup de trucs très dark, très contemporains, mais c'est super, parce que moi, j'ai eu un super laboratoire en fait dans cette école. J'ai tenté plein de choses et maintenant je sais, il y a des trucs que j'aime pas du tout, il y a des trucs que j'adore. Et je me suis notamment rendu compte que moi je faisais du théâtre, pas pour les théâtreux, mais pour les gens justement qui ne vont pas forcément au théâtre, ou juste pour tout le monde. Et que ce que j'aime dans le théâtre, c'est comme un chien de berger, c'est rassembler les gens. Et donc je trouve que c'est un endroit très fédérateur et du coup j'ai lâché mon école de théâtre qui me paraissait un tout petit peu trop d'entre-soi. Et tu as été combien de temps au final? J'ai fait 3 ans. Oui, quand même. Là-bas. Mais c'était dur parce que c'est des études où on demande de beaucoup déconstruire ce qu'on t'a appris. Donc déconstruire à 25 ans, ok, mais déconstruire quelqu'un à 17 ans qui n'est pas du tout construit, je savais même pas quels vêtements je voulais mettre le matin, alors qu'est-ce que je sais qu'il n'y avait rien à déconstruire chez moi. C'est déjà la fin de ce numéro, on se retrouve demain, toujours en compagnie de Capucine pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. J'ai parlé de théâtre en introduction, je ne sais pas du tout si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est vrai que j'ai regardé pas mal de vidéos et il y a quand même toute cette partie interprétation, quoi. Oui, exactement, c'est très important dans les rythmiques twirls, l'interprétation, l'impact qu'on peut avoir envers le jury et le spectateur, etc. Par exemple, quand on a une chorégraphie à faire, on a une musique, il y a un thème, et il faut l'interpréter pour donner de l'émotion au public, etc. Après, dans la partie un petit peu plus technique, dans le 1 bâton, 2 bâtons, il faut être souriant. Si on fait la tête, ça donne pas envie de regarder, personnellement. Bien sûr. Et c'est quelque chose d'inné ou c'est quelque chose que tu as appris? Moi, chez moi, en tout cas, c'est inné. Après, je sais que chez des personnes, c'est compliqué, l'expression faciale. Et là, il faut travailler un petit peu pour sourire en compétition. En tout cas, moi, c'est naturel. Comment ça se passe en compétition, justement, quand on est triple champion du monde et septuple champion d'Europe? J'imagine qu'on aborde les compétitions à chaque fois d'une manière assez positive. Comment tu transformes, justement, cette pression dont tu parlais en quelque chose de positif pour te motiver et justement à viser les sommets à chaque fois et être présent au moment où il le faut? J'arriverai pas à décrire comment j'arrive à gérer ça. D'accord. Mais je sais que par exemple... T'as des routines, Non, pas forcément, mais je sais que je travaille à l'entraînement pour réussir. Donc en soi, je rentre dans le sol praticable assez serein. D'accord. C'est un peu compliqué. Cette base-là, quoi. Tu te dis, bon, j'ai fait mes 7, 8, 10 heures par semaine déjà.
Peut-être même un peu plus à l'approche de la compétition, j'imagine. Oui, c'est sûr qu'après, la pression est différente selon l'échelle de la compétition. C'est-à-dire, je vais être plus stressé pour un championnat du monde qu'un championnat de France. Mais oui, après, on travaille pour ça, on est là, donc il faut aller à fond, parce qu'en soi, si on a des doutes, à chaque fois qu'on doute, c'est à ce moment-là qu'on risque de futer, de faire tomber le bâton ou de pas bien faire. Et ça, c'est éliminatoire, c'est rédhibitoire? Oui, on perd des points. On perd des points, c'est pas éliminatoire. D'accord. Non, en soi, on a une base de 100. Et après, il y a des pénalités selon ce qu'on fait, etc. Un peu comme une chute au patinage artistique. Tu sais que c'est pas perdu, mais ça va être compliqué après. Xavier, justement, comment ça se passe? Il y a un jury et il y a une note artistique et une note technique. Comment ça se passe Alors, dans notre pratique, on a une note sur 100. Alors, on a un critère de variété, de difficulté, donc de construction en fait du programme de Mathéo. Une note de souplesse et grâce, parce que donc sur toute la partie corporelle, évidemment, et de présentation personnalité. Donc voilà, prenant en compte la présentation générale de l'athlète, y compris sa tenue, son comportement, l'impact qu'il peut avoir également sur le public, voilà, donc la prestance du candidat. Effectivement, on a autant la partie technique que la partie corporelle et attitude qui est prise en compte par les juges. Le rôle des parents, si on en reste là-dessus, quand même, il n'est pas simple non plus. Parfois, les enfants n'osent pas, j'allais presque dire, briser le rêve parental en rentrant à la maison en disant écoute, t'aimerais que je devienne judoka de haut niveau, mais ça va juste pas être possible. Bien évidemment, il y a des parents qui sont de très bons accompagnants, mais malheureusement, Sarah Abitbol le décrit aussi très bien dans son livre, il y a des parents qui sont eux-mêmes tellement dans la projection, tellement dans la frustration qu'ils, en quelque sorte, projettent tout leur désir de réussite sur leurs enfants, un peu comme dans d'autres phénomènes d'éducation. Et dans ces cas-là, on a l'impression que toutes les barrières de vigilance sont levées, c'est-à-dire qu'ils vont confier leur enfant aux entraîneurs, les laisser partir à tout bout de champ sans véritable contrôle, etc. Évidemment, c'est ouvrir la porte et mettre les enfants à la merci de beaucoup de choses peu recommandables. Donc, vigilance. Une omerta sur tous ces faits, mais vous-même, quand vous découvrez tout cela, vous n'y êtes pas préparé, et il y a une espèce de moment que vous décrivez dans le livre de sidération, où vous les occultez, quasiment. Alors, une omerta, oui, parce que partout où nous sommes allés, 5 ou 6 régions différentes, on voit que c'est systémique, c'est pas un seul endroit, etc. La phrase qui revient tout le temps, à tout bout de champ, c'est « mais tout le monde le savait ». Et donc ça, c'est sur des décennies, c'est pas seulement aujourd'hui. Dans mon cas, pour ce qui m'est arrivé, oui, j'étais complètement sidéré parce que quand en 2004-2005, j'ai recueilli les premiers signalements, les premières bribes de témoignages, je n'étais pas du tout formé à ça. Je ne savais pas du tout ce qu'il fallait faire avec ça. Donc un peu naïvement, je suis allé voir la direction de ma fédération et je leur ai dit, voilà, il se passe quelque chose, vous devriez enquêter. Moi, c'est pas mon travail. Moi, j'étais formateur, pédagogue, passionné par mon sport. Je faisais pas du tout ce genre de choses. Et en fait, le simple fait d'avoir posé cette question, tout s'est retourné contre moi. Oui, vous n'êtes pas resté formateur longtemps dans cette structure. Non, c'est surtout que, si vous voulez, à partir de là, le climat avait changé. Il s'est passé de drôles de choses. Il y a des gens qui m'ont montré du doigt, qui m'ont traité de délateur, ou vous voyez, un petit peu. Et donc, ils ont rendu ma position intenable. Et notamment psychologiquement, ça devenait très difficile pour moi de continuer à faire mon travail. Ce qui m'intéresse dans le livre de Chloé que je vais dévorer, c'est de voir à quel point la technologie, l'émergence de la technologie peut faciliter, en tout cas c'était la promesse, c'est-à-dire d'élargir le champ des possibles, ou au contraire rendre les choses peut-être un peu plus compliquées. Et puis surtout, s'il y a dans vos recherches, Chloé, est-ce qu'il y a un recul historique, c'est-à-dire est-ce que vous vous êtes dit c'est plus compliqué aujourd'hui de trouver l'âme sœur qu'il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années? Est-ce que vous avez un peu travaillé là-dessus? Alors, j'insiste sur le fait que ce livre-là n'est pas un livre de journaliste. Là, je suis plus dans une posture d'autrice et il s'agit d'autofiction, même si mon réflexe de journaliste a fait que j'ai proposé cet apport de la psy pour qu'il y ait vraiment un complément informatif. Mais de fait, quand je discute avec les personnes qui m'entourent et qui sont plus âgées, j'ai le sentiment que la technologie a compliqué notre affaire. En revanche, la conclusion quand même de ces différents chapitres, il y a 20 histoires dans le livre, c'est que les rencontres soient faites de façon naturelle, donc à une soirée ou dans un bar ou sur les applications. Finalement, elles finissent toutes mal. Donc, ni l'une ni l'autre n'est préférable dans les histoires que je raconte. En revanche, ça permet malheureusement des comportements qui ne sont pas très sains. Il y a l'un de mes canards que j'ai appelé le duck fake. Donc, c'est un jeu de mots avec deep fake. Et c'était vraiment ce type qui ment sur toute la ligne sur qui il est. Et donc, qui nous conduit à une situation un peu désarmante quand on est en face, quoi. Il y a une touch française
Oui, clairement, il y a une touche française, évidemment. Et depuis des années, on travaille un petit peu en vase clos, si je puis dire, même si on a des stages d'été sur lesquels on a des intervenants internationaux qui apportent aussi leur touche. Mais clairement, il y a une touche française. Et puis, la France est aussi précurseur, si je puis dire, puisque Mathéo, on n'en a pas encore parlé, mais on revient du championnat d'Europe et on vient de présenter Mathéo et son collègue Jérémy. Donc ils sont en duo masculin. Donc c'est la première fois que dans une compétition internationale, on présente un duo de garçons. On parlait de l'évolution justement de notre sport, de la pratique, vous le disiez très bien, qui est mixte. Mais aujourd'hui, les duos étaient soit exclusivement féminins, soit mixtes, filles-garçons. Et pour la première année, on a présenté un duo de garçons. Donc ce duo était quasi évident puisqu'ils ont une relation quasi filiale, puisqu'ils sont très amis, et Jérémy est un petit peu son grand frère depuis 10 ans. Donc on a présenté ce duo avec peu de certitude. On ne savait pas comment ça allait être reçu. On a parfois été déconseillé de le faire. Et vous avez été agréablement surpris. Et plus qu'agréablement surpris, puisque l'ensemble des pays européens ont reçu ce duo extrêmement bien, avec beaucoup de support et beaucoup d'acclamations, ce qui a permis à notre grande surprise, parce que c'était une tentative de revenir avec un titre de champion d'Europe en duo aussi pour Mathéo et Jérémy. Donc c'est une première. Donc notre sport aussi évolue, c'est dans l'air du temps. Il est important, comme tous les sports artistiques. On l'a vu aussi dans des émissions, vous parliez des plateaux télé de Danse avec les stars, avec un couple d'hommes. Et donc, ça, c'est important de montrer que notre discipline aussi avance, évolue avec son temps, comme toute discipline. Donc on est assez fiers effectivement de cette prestation, et que la France et aussi les juges français aient eu le courage de sélectionner un duo 100% masculin, pour faire avancer aussi les mentalités, faire avancer le sport. Et donc, je pense que tout va dans le bon sens. Dès son plus jeune âge, il est passionné par l'histoire naturelle. Alors, il est fils de médecin, petit-fils de médecin, mais lui, c'est pas du tout son truc. Ce qu'il veut faire, ce qu'il aime, c'est observer la nature, c'est la géologie, la paléontologie. Il découvre d'ailleurs assez jeune les travaux sur l'évolution des espèces de Lamarck, et il est fasciné. C'est ça qu'il veut faire. Et il y a une expédition bien connue qui change le cours de sa vie. On est là en 1831. Il embarque à bord du Beagle pour un voyage de 5 ans, cap sur l'Amérique du Sud. Absolument. Il va observer la faune, la flore. Il ramasse des pierres, des coquillages. C'est un grand collectionneur. Sa collection compte environ 13 000 pièces qui sont conservées aujourd'hui au Musée d'Histoire naturelle de Londres. Il prend aussi de nombreuses notes dans ses carnets, notes qu'il envoie à ses amis en Angleterre. Et ce dont il ne se doute pas du tout, c'est qu'en fait, à son retour, ses descriptions ont été lues par de grands scientifiques qui l'encouragent à continuer. Il décide donc de rassembler des notes et d'en faire un ouvrage. Et c'est comme ça qu'il arrive à se faire connaître. Darwin rentre à Londres, il se retire à la campagne avec sa femme, ses enfants, pour s'atteler à la rédaction de l'ouvrage le plus important de sa carrière, un des ouvrages les plus importants de l'histoire des sciences d'ailleurs. Qui a bouleversé la science, c'est L'origine des espèces, publié en 1859. Darwin met des années à l'écrire, il réfléchit à ce qu'il a vu, à ce qu'il a constaté. Et donc pour lui, les espèces se transforment au cours du temps pour s'adapter à leur environnement, et certaines disparaissent par un processus de sélection naturelle. Et au même moment, un autre scientifique, Wallace, a les mêmes idées. Les deux hommes décident de publier ensemble les résultats de leurs recherches. Tout à fait. Et c'est un immense succès. Mais il faut se rendre compte quand même du bouleversement que c'est pour l'époque, parce que la religion catholique, au début, elle n'est pas vraiment ravie de tout cela. Comment entendre que les espèces ont évolué? Comment entendre qu'il existe un lien de parentalité? Elle est rarement ravie avec les découvertes scientifiques, la religion catholique, dans l'histoire. C'est ça. Qu'il existe un lien entre les hommes et les primates, alors que dans la Bible, la Terre est une création de Dieu, il n'y a pas d'évolution de l'espèce humaine, et le premier homme, c'est Adam. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci mille fois, Loïc. Avec grand plaisir. D'être avec nous à côté de School. Vous savez que vous pouvez lui écrire, Loïc. Vous êtes nombreux à lui écrire. Et il vous répond à chaque fois. Continuez. Il adore ça. C'est vrai en plus. À la réalisation, aujourd'hui, je remercie Théo Boscar. Au son, c'est Thibaut Goré-Lafont. Le maquillage, Thaïs Sayad. Et la rédac, Emma Guessel et Agathe Delannoy. Très belle soirée à tous. Ciao.